Donc, bienvenue à toutes. Est-ce qu'on est confortablement installés dans les fauteuils? Oui, parfait. Donc, c'est un honneur d'avoir cette discussion avec vous, entouré de collègues coachs. J'ai hâte d'entamer la conversation, donc c'est parti. Commençons par vous, Esther. Vous avez commencé à jouer aux dames à l'âge de 11 ans, c'est ce que l'on a dit dans l'introduction. Et ensuite, vous vous êtes reconvertie dans le coaching. Quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans le coaching? Est-ce que vous aviez un objectif précis à atteindre? Je pense que c'est venu tout naturellement en fait. Après mes études secondaires, j'ai fait des études en sciences de l'éducation et oui, c'est venu assez naturellement, après avoir été joueuse catégorie jeune, de devenir coach au championnat d'Europe et du monde. J'entraînais déjà au niveau des clubs en tant qu'entraîneuse, donc j'ai continué. Donc voilà, à partir de 2020, j'ai commencé à devenir coach professionnel. Et vous avez donc commencé par être athlète avant de devenir coach. Comment avez-vous interprété les connaissances que vous aviez en tant qu'athlète pour les appliquer à vos compétences en coaching? Oh, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que je me sers beaucoup de mes propres expériences. Je pense que l'entraînement est un peu comme un puzzle. Lorsque vous entraînez des enfants, vous cherchez des moyens de les faire grandir et je me sers bien sûr de mes propres connaissances. J'ai connu beaucoup de problèmes en tant que joueuse et c'est peut-être pour cela que je peux voir les problèmes des joueurs et joueuses, les problèmes de santé mentale par exemple. Donc oui, je me sers de ma propre expérience. Donc l'expérience de la pratique est donc très utile en tant que coach. Oui, oui, tout à fait. Et vous, Irène, dans l'introduction, j'ai mentionné 72 sélections. Cela signifie que vous avez beaucoup d'expérience également en tant qu'athlète. Comment mettez-vous vos compétences en pratique? Eh bien, quand j'écoutais Esther, c'est aussi comme ça que j'ai commencé en tant que jeune coach à pratiquer et enseigner aux enfants à partir de ma propre expérience, de ce que j'avais appris. Mais plus tard, je me suis développée en tant qu'entraîneuse. Je pense que la situation est très différente. Mes expériences ne sont pas celles de mes joueurs, de mes joueuses, et je ne veux pas qu'ils aient la même expérience parce qu'ils sont tous différents individuellement. Ils doivent être entraînés individuellement parce qu'ils se sont des personnes différentes. Je pense donc que la chose la plus importante que j'ai apprise est que je peux les comprendre, mais je ne peux pas comparer leur situation actuelle à la mienne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué dès vos débuts en tant qu'entraîneuse ou avez-vous dû l'apprendre par l'expérience? Oui, oui, j'ai appris cela, vous savez, au fil des années. Au début, j'étais très dure avec enfin, la façon de faire que j'avais en tête. Et ces 5 dernières années, je crois, je pense que je me suis vraiment développée de plus en plus. J'ai une vue d'ensemble de la situation et je cherche vraiment à répondre à leurs besoins individuels plutôt qu'à ceux du groupe ou à ce que je pense être le mieux pour eux. D'accord? Et si on se tourne vers la droite du panel, parce que là nous avons deux personnes qui ont une formation plus scientifique, comment avez-vous utilisé cette formation scientifique dans vos compétences de coaching au quotidien, par exemple, Ruth? Oui, je pense que ils sont toujours allés de pair pour moi en grandissant. J'ai joué, puis j'ai commencé à coacher sans vraiment savoir ce que je faisais, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, au fur et à mesure que j'avançais dans mes études universitaires, je pense que tout cela s'est toujours très bien combiné. Vous savez, la compréhension des risques sous-jacents de ce que je faisais, de pourquoi je le faisais, plutôt que de faire quelque chose parce que j'avais vu une belle pratique de conception sur YouTube. Donc j'ai en fait une bien meilleure compréhension des joueurs en termes de leurs besoins, de leurs antécédents, qu'il s'agisse de leur maturation physique ou des aspects sociaux, psychosociaux ou la conception de l'entraînement et ce que j'essaie de réaliser en tant que coach. Donc pour moi,
Ces deux aspects sont toujours allés de pair en ce qui concerne mon rôle de coach, mon rôle de chercheuse. C'est un peu la même chose en fait. Je donne la priorité à une chose pendant la journée et je la fais le soir avec les enfants sur le terrain. Oui, d'accord. Et pouvez-vous citer une compétence spécifique que vous avez tirée par exemple d'une étude ou de votre formation scientifique peut-être? Je pense que pour moi, c'est difficile d'en choisir une. Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je pense que pour moi, ce serait de comprendre les jeunes joueurs. Donc, encore une fois, je ne peux pas vraiment attribuer cela à une étude en particulier, parce que vous savez, il y a tellement de choses que j'ai lues et auxquelles j'ai participé, mais la compréhension des jeunes et de savoir que ces jeunes ne sont pas des mini-adultes, comme nous le savons très bien. Je pense qu'en termes de, vous savez, le physique, le social, pour moi, la façon dont j'entraîne actuellement des garçons de moins de 11 ans, donc comment j'interagis avec eux à un niveau personnel, comment je leur parle, en pensant vraiment au langage que j'utilise, parce que je suis venue du football adulte, donc c'était plutôt des connaissances tactiques, techniques, qu'en tant que femme de 32 ans, je comprends. Mais qu'est-ce qu'un enfant de 11 ans comprend? Est-ce que je les comprends en tant que jeune personne, en termes de croissance, de maturité, alors qu'ils sont en pleine période de croissance, hein? Je comprends donc mieux leur manque de coordination tout d'un coup. Pour moi, la chose la plus importante qui a probablement eu un impact sur mon entraînement est le fait de comprendre les enfants en face de moi en tant qu'enfant. Je vois. Comment cela se passe pour vous, Irène? En ce qui concerne la première question? Oui, oui, la première question. Je pense que comme Rousse le dit, cela va de pair et je pense que le fait d'avoir plus de connaissances sur les aspects scientifiques, sur le développement des talents, sur la pédagogie du sport, cela m'a permis d'avoir une vision plus équilibrée de la manière dont il faut s'occuper des enfants. Et la pratique l'a fait également, parce qu'il n'y a pas de chemin défini pour l'enfant sur la façon de se développer. Les enfants ne se développent pas de la même manière, il n'y a pas d'enfant moyen en fait. C'est pour ça que j'essaie d'élaborer des approches sur mesure pour les enfants et de voir ce qui est réellement possible. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime dans le fait d'avoir ces connaissances scientifiques, mais aussi des connaissances pratiques. Il s'agit en sorte de processus interactifs permanents qui permet d'acquérir davantage de connaissances, mais aussi de voir comment cela fonctionne en fait. Et ensuite, on voit, ok, c'est ce que l'on pensait en théorie, mais la façon dont cela fonctionne n'est pas toujours la façon dont cela fonctionne dans la pratique et vice-versa. Donc je pense que c'est donc une approche plus nuancée, équilibrée qui m'a vraiment aidée. Nous avons donc besoin d'un équilibre dans la pratique, mais aussi dans la science, dans la théorie. Oui, comment est-ce que je trouve l'équilibre? Oui. Oui, je pense que les choses se font naturellement. Il s'agit de rester ouvert à ce qu'il se passe dans la pratique et de ne pas penser que la science va vous donner toutes les réponses, mais la pratique ne le fait pas non plus. Je pense que si vous êtes ouvert aux deux points de vue et que vous essayez de les relier tout le temps, je pense que, enfin, pour moi, c'est très utile. Parce que oui, vous essayez toujours d'obtenir le meilleur résultat, le meilleur développement pour les enfants, la situation optimale que nous n'atteindrons probablement jamais, mais il faut essayer au moins d'arriver à ce point. Oui, il est donc agréable de voir que nous tirons des compétences de l'expérience, de la théorie, de la science dans notre coaching et que nous parlons donc des aptitudes et des compétences que vous devez avoir en tant que coach. En fonction de mon expérience, lorsque j'ai reçu le prix de coach de l'année en 2019, ce prix m'a fait réfléchir à ce qui fait de moi un bon coach. Est-ce que je suis un bon coach? Et je voulais vous demander à toutes, qu'est-ce qui fait un bon coach en fait? Quelles sont les compétences nécessaires pour être un bon coach? Qui veut passer en premier? Eh bien, je pense que l'une des choses les plus importantes est de voir l'être humain derrière les athlètes ou derrière l'enfant qui vient pour jouer ou pendant l'un de vos projets. Je pense que c'est la chose la plus importante parce qu'ils sont abordés comme des athlètes au quotidien, mais ce sont des êtres humains. Et je pense que lorsque vous voyez vraiment cela, c'est l'une des qualités principales d'un bon coach, d'un bon entraîneur, je pense. La patience aussi peut être liée à cela.
parfois, en tant qu'entraîneur, on peut voir beaucoup d'opportunités d'amélioration pour un joueur, mais il faut aussi voir si le joueur est prêt à s'améliorer. Parfois, je suis un peu impatiente et je veux faire beaucoup de choses ensemble, mais si le joueur n'est pas prêt, cela ne marche pas. Quelques remarques, quelque chose à ajouter, Ruth, Irène? Oui, c'est probablement relativement similaire, mais le mot qui me revient toujours à l'esprit, c'est celui de relation. Le coaching, c'est toujours lié à la relation entre l'entraîneur et l'athlète, qu'il s'agisse d'un athlète individuel ou d'une équipe. Il s'agit de ces relations. Lorsque j'étais jeune entraîneuse, j'avais l'habitude de me concentrer sur le jeu du football, comment me concentrer sur les passes, ou comment est-ce que les joueurs tirent, comment est-ce qu'ils se lient, comment est-ce qu'ils se connectent, se combinent. Et aujourd'hui, j'essaie d'inverser les choses et me demander comment est-ce que je peux construire cette relation avec ce jeune ou avec la personne avec laquelle je travaille en premier. Comment construire cette relation, parce que tant que je n'ai pas cette relation, ce que j'ai à dire sur le football n'a pas d'importance, parce que je ne peux pas les aider si je ne les connais pas, si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc probablement assez similaire, mais le mot relation est celui que je choisirais. Je ne peux que faire écho à ce qui a été dit. Et peut-être qu'en plus de cela, je pense que la réflexion, le fait de se regarder dans le miroir et de voir ce que l'on fait en tant qu'entraîneur, l'impact que cela a sur les enfants, et le fait de regarder en arrière pour se demander si l'on est allé dans la bonne direction ou si l'on a besoin de changer quelque chose, et réfléchir à quelle est votre position dans tout cela et si vous faites vraiment les choses qui sont les plus optimales pour les enfants ou est-ce qu'en fait c'est votre propre agenda ou vos objectifs personnels. Et je pense qu'en fait cela devrait toujours être le premier des deux. Vous essayez de faire ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Et oui, se regarder dans le miroir en fait partie. Et peut-être qu'en plus de cela, nous cherchons souvent à gagner des tournois ou des médailles, des championnats, mais nous sommes tous ici, nous travaillons beaucoup dans l'ombre et personne ne verra demain dans un journal ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, je pense que ce que nous devons tous aujourd'hui nous dire, enfin ce que nous faisons, aujourd'hui c'est également important. Il ne s'agit pas de gagner des prix. Il faut garder cela à l'esprit et se concentrer sur les choses comme aujourd'hui qui en valent la peine. Donc il faut ajouter de la valeur au travail que vous faites tous les jours, à la relation avec les joueurs et au fait de voir le joueur sur le terrain tous les jours en train de travailler dur, je pense. Voilà. Ajouter de la valeur à cela est quelque chose de très important, je pense, parce que demain, nous ne gagnerons pas cette médaille durant une session d'entraînement. Je me penche un peu plus sur cette question des compétences des entraîneurs pour les enfants, parce que je pense que coacher des enfants est très différent de coacher des adultes. Ruth, pouvez-vous nous dire quelles sont les plus grandes différences et ce qui ressort vraiment pour vous? Je pense que, comme vous le dites, je pense toujours que le sport reste largement le même. Le football, c'est le football. Oui, oui, voilà, des compétences techniques, le nombre de joueurs, mais on- pour moi, enfin, j'ai l'impression de me répéter, mais en tant qu'adulte, nous avons une version très spécifique du monde, la manière dont les choses devraient fonctionner, de la manière dont nous réagissons à certaines choses, et les enfants n'ont pas cette même vision du monde, qu'il s'agisse de ce qu'il convient de dire et quand, ou de la manière dont ils se comportent, de la façon dont ils se tiennent dans une file d'attente, etc. Je pense que c'est la plus grande différence pour moi, en fait, c'est d'essayer de comprendre à quoi ressemble la vision du monde de cet enfant, que ce soit au niveau du langage que j'utilise, de la manière dont je leur parle, de la façon dont je leur explique les choses verbalement. Et l'une des choses sur lesquelles je travaille vraiment en ce moment, c'est que si quelque chose ne fonctionne pas, si j'ai mis en place un entraînement et que cela ne fonctionne pas, je devenais généralement très frustrée avec les participants parce que je me disais, mais enfin, comment est-ce que tu comprends pas? C'est évident, c'est clair, j'ai fait un dessin sur le tableau blanc, je l'ai expliqué 3 fois, et en fait j'ai commencé à me regarder en face et me dire, comment est-ce que je pourrais faire mieux pour ces enfants, si vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est la plus grande différence en fait, et peut-être juste un exemple. Le sport en tant que concept reste similaire, c'est plus ou moins grand, il y a des capacités techniques différentes, mais
la façon dont on interagit avec les gens est complètement différente. Et même au sein de l'équipe, vous savez, j'ai 11 enfants dans mon équipe, je dois comprendre ce qui fait réagir chacun d'entre eux. Je sais qu'une explication verbale fonctionnera ici, mais qu'elle ne fonctionnera pas là. Donc pour moi, c'est la plus grande différence entre les adultes et les enfants. Oui, merci. Esther, vous êtes actuellement coach de talent. Quelles sont les compétences que vous intégrez pour observer ces talents? Évidemment, il y a les compétences en matière de dame, mais il y a aussi l'état d'esprit, la façon de continuer après une défaite ou une victoire. Et je pense que les enfants en particulier sont très ouverts à l'apprentissage de ce type d'état d'esprit et c'est très important pour leur passage à l'âge adulte, car s'ils n'apprennent pas cela à un jeune âge, je pense qu'il leur sera plus difficile de l'apprendre une fois qu'ils seront plus âgés. Donc je pense que c'est très important qu'un coach de talent leur enseigne cela. Je vois. Et nous constatons un grand nombre de différences quantitatives entre les entraîneuses femmes et les entraîneurs hommes. Donc, nous l'avons déjà vu dans la première présentation de la journée, mais selon vous, euh, quelle est la raison spécifique à cela, Ruth? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que, comme vous l'avez dit, il y en a plusieurs? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense, enfin, je viens d'un milieu de footballeurs, donc je parle très spécifiquement de ce contexte. Au Royaume-Uni, le football a toujours été et reste un sport dominé par les hommes, qu'il s'agisse des joueurs de base, des, des joueurs adultes, des arbitres, des entraîneurs. Et je pense que cela découle en grande partie des stéréotypes des enfants. C'est là que le soutien des parents entre en ligne de compte, en fait. On voit beaucoup de parents, ce sont eux qui décident en fait ce que font leurs enfants. Donc si vous ne jouez pas au foot à un jeune âge, mais vous n'allez probablement pas devenir entraîneur si vous faites autre chose à la place, du rugby, de la danse, du jeu de dames, du tennis de table. C'est ce que vous allez faire. Donc par conséquent, si à l'âge de 4 ou 5 ans, vos parents vous emmènent à une activité mais pas au football, cela aura un impact très réel dans 10, 15 ou 20 ans lorsque ces groupes d'âge se lanceront dans l'entraînement. Et je pense que... Enfin, pardon. Donc vous pensez que c'est culturel? Comment, pardon? Est-ce que c'est quelque chose de culturel? Oui, 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 sans aucun doute. Je pense que dans le contexte très spécifique du football au Royaume-Uni, les choses sont en train de changer de manière positive. Je vois le succès de l'équipe nationale féminine sur le terrain, la publicité dont elle fait l'objet et ce qui en découle. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes fantastiques sur le terrain pour engager, encourager les filles à jouer, ce qui aura des répercussions en termes d'entraînement plus loin dans le temps. Je pense aussi que lorsque j'avais 16 ou 17 ans, je ne me voyais pas vraiment devenir entraîneuse parce que je n'avais jamais vu d'entraîneuse de football. Dans mon monde, elle n'existait pas. Donc c'est pourquoi de plus en plus de femmes, enfin, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entraînement, mais même si elles sont peu nombreuses en comparaison, hein. Moi, je travaille dans l'environnement de développement de talent chez les garçons. Il y a probablement 92 clubs dans le pays qui le font. Il y a probablement 10 ou 15 femmes entraîneuses dans ces clubs. Mais obtenir, like, même si c'est que 10, 15, c'est pas énorme, mais c'est probablement 10 ou 15 de plus qu'il y a 5 ans. Donc encore une fois, si vous regardez les choses de cette manière et que vous vous demandez quel impact positif nous pouvons avoir sur les autres entraîneuses du pays, qu'il s'agisse de football de base pour adultes, quoi qu'il en soit, je pense qu'il s'agit d'une approche descendante et ascendante. Donc je pense qu'il s'agit d'un changement de bas en haut et de haut en bas. Donc plus d'enfants qui jouent, plus de filles qui jouent, mais aussi plus de femmes visibles, quel que soit le contexte dans lequel elles le font en fait, elles le sont. Et cela n'a pas besoin d'être la télévision, ça peut simplement être au parc le samedi matin. Plus d'enfants, parce que je pense que c'est la génération que nous devons influencer. Plus d'enfants verront cela comme normal. Merci. Et Irène, pendant la présentation, vous avez parlé de ces obstacles. Comment pouvons-nous les éliminer? Je pense que la première chose à faire, c'est d'identifier les obstacles. Quel type d'obstacle existe réellement dans un certain contexte, parce qu'il peut y avoir de grandes différences entre les entraîneuses féminines qui travaillent dans une grande ville ou la situation personnelle, etc. Cela dépend également du type de sport pratiqué, car je sais que dans certains sports, il y a beaucoup d'entraîneuses et de joueuses. Donc il s'agit peut-être davantage de sport féminin, sans vouloir faire de stéréotypes. Mais je pense qu'il est donc très important d'identifier les obstacles. Pourquoi les femmes ne sont-elles pas intégrées dans ce sport? Pourquoi la tradition veut-elle que seuls des entraîneurs masculins soient disponibles
ou travaillent dans la pratique. Je pense que c'est la première étape. Et ensuite, il est très important que les clubs et les associations et pas les entraîneuses ou les filles en fait pratiquant un sport soient responsables du faible nombre d'entraîneuses. C'est notre responsabilité commune ou celle de l'ensemble du système. La discussion que j'ai eue au sein de mon association a été la suivante. On aimerait bien avoir une entraîneuse, une femme, mais elles sont pas là, elles n'existent pas. Alors, oui, donc bon bah j'engage un homme alors. C'est un peu comme une excuse. Et je pense que si nous ressentons vraiment cette responsabilité ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Finalement, s'il n'y a pas d'entraîneuse, bah, c'est leur, on se dit, oh, c'est pas leur responsabilité. Enfin, c'est pas leur responsabilité de venir ou quoi que ce soit et qu'elles ne le font pas. Non. Si nous faisons vraiment ça ensemble, je pense que le changement sera possible. La question que je vous pose à toutes est la suivante. Est-ce qu'il existe une différence entre les entraîneurs, donc les hommes, et les entraîneuses, les femmes? Parce que nous avons commencé bien sûr la conversation sur les compétences que vous devez avoir, mais est-ce qu'il y a une différence? Pour moi, je pense qu'il y a simplement une différence entre les personnes. Et les chiffres? Bon, plus qu'entre les sexes, je sais pas, oui. De mon expérience, je vois pas de différence particulière entre les sexes, mais juste entre les personnes. Je suis tout à fait d'accord. Il y a donc des différences entre les entraîneurs masculins et féminins, mais seulement de la même manière qu'il y a des différences entre nous quatre en tant qu'entraîneuses assises sur la scène. Il y a des différences entre tous les entraîneurs masculins parce que, encore une fois, tout le monde est différent. Donc je pense qu'il y a toujours cette question binaire entre les hommes et les femmes, mais en fait, si on regarde parmi les femmes et parmi les hommes, il y a autant de différences. Donc je pense que la réponse est oui, mais il y a aussi d'autres différences. Donc voilà. Pour ajouter à cela, je pense que c'est tout à fait vrai et je ressens la même chose en tant que personne. Mais ce que je constate également, c'est qu'au sein des systèmes dans lesquels nous travaillons, il existe encore une sorte de stéréotype qui est assez courant. Ceci est typique d'une femme coach, ceci est typique d'un homme coach. Et nous sommes donc toujours confrontés à ce genre d'idées et je pense qu'il est important de le reconnaître et de voir comment nous pouvons y faire face. Donc pour nous, ce n'est peut-être pas un problème, mais je pense que ce qui se passe à l'intérieur, et en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes femmes entraîneuses qui ne sont peut-être pas très confiantes pour commencer leur carrière d'entraîneuse, je pense qu'il est vraiment important d'en parler avec elles, euh, de, de, de les voir et de les valoriser en tant que personnes et en tant qu'entraîneuses pour qu'elles deviennent ou qu'elles restent entraîneuses. Donc même si nous ne le ressentons pas, je pense que nous devons toujours nous demander au sein des systèmes si nous avons vraiment un système ouvert, inclusif et accueillant pour tout le monde. Bien sûr, cela ne concerne pas seulement les femmes coachs, mais tous les groupes que nous avons ou que nous n'avons pas vus. Mais je pense que pour l'instant, si vous voulez vraiment que plus de filles soient actives en tant qu'entraîneuses, je pense que c'est un point important. Oui, tout à fait. Et en ce qui concerne l'augmentation du nombre de filles dans le coaching, nous avons aux Pays-Bas une grande icône du football, Sarina Wiegman, dans le football. Que pouvons-nous apprendre d'elle? Ou en tant qu'entraîneuse en général, bien sûr, pas seulement le football, mais oui. Encore une fois, je pense que ce que l'on entend le plus à son sujet, c'est sa capacité à établir des relations avec les joueuses. Et je pense que c'est en grande partie ce qui ressort de cette période de succès, de réussite qu'elle traverse actuellement, c'est que les joueuses se sentent comprises, elles se sentent valorisées, elles se sentent respectées en tant que personne, en tant que joueuse. Et une fois que vous avez établi cette relation, vous pouvez la poursuivre. Donc c'est ce que je retiens d'elle. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Et dans les médias, il y a des spéculations sur le fait qu'elle pourrait peut-être prendre la tête de l'équipe masculine. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Irène? Oui, je pense sincèrement que c'est la prochaine étape. À la NBA, il y a eu une femme coach qui a entraîné donc une équipe masculine et je pense que Sarina Wiegman est l'une des entraîneuses qui est sur le point de franchir cette étape si elle le veut. Mais je pense que c'est vraiment la prochaine étape et j'espère que le système changera.
L'équipe masculine en bénéficierait parce que je pense qu'une fois que vous avez un personnel équilibré, avec des hommes et des femmes, je pense que même une équipe masculine peut en bénéficier. Très bien. Et au début d'une carrière de coach, il est bien sûr important d'avoir la bonne formation. Quels conseils pouvons-nous donner aux jeunes entraîneurs, entraîneuses qui sont au début ou qui commencent leur formation? Oh, c'est une bonne question. Je pense que ce que j'ai appris et vu dans la pratique, c'est que pour commencer en tant que coach, en tant qu'entraîneur, il faut vraiment aimer être entouré d'enfants et vouloir faire quelque chose dans la pratique. Surtout, les gens oublient de se demander s'ils ont besoin d'une formation pour devenir entraîneur parce qu'ils ont déjà beaucoup d'expérience en tant que joueur, par exemple. Ou... Et je pense qu'il est très important de suivre ce type de formation, de développer son réseau pour être plus efficace, de voir quelles sont les compétences nécessaires et de se demander ce que l'on peut en tirer. Mais pour l'éducation, je pense qu'il est également très important de faire le lien avec la pratique et de ne pas avoir des salles de classe pleines de coachs, mais peut-être plutôt d'avoir des programmes de mentorat à un micro-niveau sur le terrain de jeu pour voir comment nous pouvons réellement amener les coachs à un niveau plus élevé ensemble. Donc pour cela, nous avons besoin d'un bon équilibre entre l'éducation, la théorie et la pratique, comme le mentorat, voir ce qui se passe sur le terrain. Oui, et peut-être même plus réaliste, pourquoi pas, pourquoi est-ce que la théorie resterait dans la salle de classe? Pourquoi pas sur le terrain? Pourquoi est-ce que on serait pas là où ça se passe réellement? Je dis pas que j'ai la solution pour créer cela directement, mais je pense que ce serait vraiment utile. Cette semaine, l'un de mes collègues m'a montré un bel article scientifique montrant comment les entraîneurs apprennent. Et les entraîneurs doivent essayer de tirer quelque chose, comme s'il s'agissait d'un magasin en fait. Donc j'ai appris quelque chose de Sheila parce que j'étais avec elle lors d'une session de formation. Et j'ai appris quelque chose de la formation, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, maintenant, dans le cadre de cette conversation, par exemple. Donc, on peut vraiment apprendre de multiples façons. Et je pense que c'est quelque chose d'assez spécifique au coach. Il faut essayer d'aller partout où l'on peut acquérir de l'expérience et construire ce cadre en soi-même et s'éduquer, en fait.